Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. En canon. Wow. À chaque fois, je change. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'ai vu qu'il y en avait un des deux qui voulait arrêter ce jingle. Généralement, c'est c'est plus moi. du côté de Fab, mais Non, Fab est toujours chaud pour les je suis jingles sûr à la qu'avant bouche. chaque podcast, c'est dit il faut vraiment qu'on le fasse. T'es sûr, on peut pas prendre un vrai jingle, tu sais, on a un petit budget et tout. Non, faut qu'on le fasse. Attends, Ok, moi, à la d'accord, base, bon. je voulais un vrai jingle et tout, et c'est Fab qui m'a dit écoute, l'important, c'est de lancer C'est ton vrai. podcast, c'est Ah, pas de perdre du il casse temps bien à faire son un... jeu parce que j'ai vu dans ses yeux, il a fait genre il avait un peu honte de le faire. Non, mais il Fab, kiffe. c'est Jean-Michel, Ok, il faut que très bien. on sort le truc. Donc, Ok, si on n'a pas de c'est jingle, beau. on le fait à la bouche, on s'en bat les couilles. Parfois, je hurle, parfois, je fais de la SMR. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, là, t'as C'est pas beau. trop hurlé, c'était Non, bien. ça va. Les gens sont contents. Pas Ça mal. fait longtemps que t'étais pas dans le podcast en plus. C'est vrai. Ah, The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux avec Fab, ou parfois toute seule, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est en très bonne compagnie, puisqu'on est avec Panayotis Pasco. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment ça Bonjour. va? Ça va? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les 4 personnes qui ne sauraient pas qui tu es? Oh bah écoute, Le mec est j'espère Michel que c'est un Drucker. peu- Non, tellement pas, bah oui, au contraire. Non, je m'appelle Panayotis, je fais des blagues. Je crois que ça me résume assez bien en vrai. Non, attends. Si, bah, non, super. je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je fais des blagues de manière professionnelle. C'est-à-dire Oui. que j'ai une fiche de paye à la fin du mois avec mes blagues, quoi. Je suis en mode waouh, c'est fou comme métier, mais c'est voilà, c'est moi. Ceci dit, si Mimi dit que les gens te connaissent très bien sur le Boys Club, c'est parce qu'il y a une vraie raison. Je pense que tu es la personne qu'on m'a le plus réclamé dans le Boys Club Oh. depuis que le Boys Club existe. Et c'est-à-dire depuis quand? Depuis Donc 2 8 ans. jours. Quand même 2 ans. Trop bien. On a ce eu qui un fait mail de ta mère. Jamais. bien Elle crée 50 des faux épisodes. comptes, hein, ma mère, souvent quand elle veut qu'un truc se passe. Ok. Elle a beaucoup C'est de que les faux gilets comptes, jaunes, du c'est coup, comme ma mère. hein. Je te jure, c'est ma mère avec des moustaches, des trucs. C'est comme ma mère. C'est quand elle veut vraiment qu'un truc se passe, elle peut mettre tout. Donald en... Trump, c'est elle aussi ou Ouais, pas bien sûr, bien sûr. Les fake news, c'est Bien sûr. Elle est forte en perruque quand même. Non, bah mais trop bien alors. Et bah bien enchanté, j'allais dire enchanté comme si bienvenue, merci d'être dans le Buzz Club aujourd'hui. Le mec il s'invite dans son truc. Non, mais j'allais dire merci beaucoup de m'inviter. Du coup, tu as été très réclamé et en allant voir ton spectacle presque avec Fabrice, j'ai Mhm. compris pourquoi, car c'est un spectacle qui est 100%. Je pense que j'aurais juste pu faire une captation audio de ton spectacle et en faire un épisode du Boys Club et ce serait passé parce C'est que vrai. Et je t'abordes. t'aurais envoyé mon avocat pour des Oui. questions de droit, Car mais sinon tout je va n'ai bien. pas les droits, voilà. Mais Voilà. du coup, je me suis dit, bon, bah, il va venir et raconter un peu les mêmes trucs, mais sans qu'on ait un avocat au cul. Voilà. Allez, parfait. Du coup, la première question est à la fois très vaste et très surprenante pour plein d'invités. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Panayotis, être un homme? Bah je crois que on en fait tout un plat, mais je crois que ça veut pas dire grand-chose. Je sais pas, hein, mais attends, je pense qu'à une époque peut-être ça voulait dire quelque chose quand on avait une vraie distinction entre être un homme et être une femme. Quand un homme c'était celui qui devait aller travailler, il y avait un truc qui était instauré, etc. Mais aujourd'hui c'est tellement plus le cas. Je pense que ça veut pas rien dire être un homme ou être une femme. Je pense qu'on a les mêmes enjeux, on a la même pression un peu. Peut-être que tu sens la réponse qui va durer 8 ans. Non, mais je pense que être un homme, ça veut rien dire à part être quelqu'un, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de différence entre être un homme ou être une femme pour moi. J'ai l'impression, à cette époque en tout cas, on a cette chance-là il y a les mêmes enjeux, les mêmes responsabilités. Alors, peut-être qu'il y a encore un petit peu ce truc-là qui m'énerve un petit peu. Moi, je le vois, j'ai une sœur, mais il y a cette pression un petit peu chez une femme de très vite, faut que tu fondes une famille. Et chez un homme, c'est très vite, faut que tu sois financièrement stable. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux, et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite pression qui pèse sur les épaules et des hommes et des femmes. Mais sinon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus régulé, que être un homme ou être une femme, c'est à peu près la même réponse qu'on peut donner. Elle a quel âge ta sœur? Ma sœur, elle a 23 ans. Et toi, t'as. J'ai 21. 21. Ok. Est-ce que tu penses que vous avez été éduqués un peu différemment? Parce que toi, t'es un garçon et elle, c'est une fille. Je pense que oui, je pense qu'il y a eu un léger... Je pense que mon père, il avait eu que des garçons. Enfin, il a eu une première fille avant, mais qui voyait un peu moins parce ils ont déménagé, son ancienne femme et elle. Mais non, j'ai l'impression que... je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'à la fois, quand elle a grandi, il a été beaucoup plus proche d'elle. C'est-à-dire que mon père, nous, on est très... j'en parle dans le spectacle, là, on est très loin de lui, on se sent vraiment à des kilomètres. Quand tu vois Ad Astra, le film là qui est sorti, c'est vraiment la bonne métaphore. On a l'impression qu'il est à l'autre bout de la galaxie. Et là, par contre, il est très proche avec ma sœur en ce moment. Mais quand on était un peu plus jeune, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas. Ma sœur, elle est très émotive. Nous, on l'a beaucoup été aussi, mais on n'avait pas le droit de montrer nos sentiments parce qu'on est des hommes. Donc c'est peut-être ça le changement qui était là. Mais ma sœur, quand elle était plus jeune, elle pleurait beaucoup. Des trucs que j'avais envie de faire aussi, mais que je pouvais pas forcément.
T'en parles d'ailleurs beaucoup dans ton Et spectacle. ouais. Le Et j'ai point l'impression central. que quand on était plus jeune, mon père, il y avait un truc où il regardait ma sœur un peu comme tu sais, une extraterrestre. Il l'aimait et tout, mais il savait vraiment pas s'y prendre. Et ça donnait des scènes un peu cocasses où, genre, je me souviens à Noël, ma sœur, elle voulait un iPhone, mais c'était un des premiers trucs. Elle avait économisé, tu sais, nous on avait le truc chez les Blancs, ça se fait, je crois, où tu peux dire je veux rien, je veux pas de cadeau à ce Noël-ci et à cet anniversaire, mais par contre au Noël d'après, je veux un gros cadeau. Tu vois, genre, tu fais des économies, t'as un crédit de Noël. Et ma sœur, elle avait dit, tu sais, elle avait, je sais pas, 15 ans, 16 ans. Elle avait dit, tout le monde a des iPhones depuis, je sais pas, truc, et j'aimerais avoir un iPhone et tout. Et mon daron, il avait dit, ok, pas de souci. Puis à Noël, il lui offre un cadeau. Et c'est genre une boîte d'iPhone. Elle est en mode, oh, elle ouvre l'iPhone et dedans, il y a de l'ail. Et il dit, c'est un iPhone. Et elle pleure, mais tellement fort et tout. Putain, la blague de Et elle daron. pleure. Et nous, on était en mode, bon, ok, il y a sûrement un vrai téléphone après. Et non! Il a dit, et après, je sais plus ce qu'il a offert, un bouquin, il avait joué Noël, et était en mode, non! Et tu sais, tu te dis, il y a un truc où il sait pas faire, quoi. Mais donc, Mais ouais, c'est non, hyper cruel de faire ça. ouais, moi, nous, on a beaucoup rigolé, mais Oui, c'est marrant, mais c'est cruel. mais il y a, ouais, je pense qu'il y a juste un truc où il a pas su faire pendant un moment, et maintenant, je crois qu'il comprend beaucoup plus ma sœur que nous. Mais j'ai trouvé ça assez beau comment mon père, il nous aime tellement fort, mais tu sens qu'il y a une résistance, il y a vraiment une sorte de... Il y a un plomb qui a sauté quelque part et il sait pas où appuyer pour rallumer le sèche-linge. Il y a vraiment un truc de... Et j'ai vraiment l'impression qu'il fait tous les efforts possibles et c'est ça que j'ai aimé. Mais par contre, ouais, je pense qu'il y a une légère différence dans l'éducation entre ma sœur et nous. Parce que du coup, ton père, il comprend pas ta sœur parce qu'elle est très émotive et que lui, apparemment, les émotions, c'est pas sa passion. Ouais. Mais vous, en fait, quand tu dis nous, c'est ton frère et toi? On est quatre frères. Ok. En tout, 4 on est frères, 6 dans wow. ma famille. Il y a 2 filles. Ma demi-sœur, ma sœur, et on est 4 frères. Et c'est quoi les Je échelles suis le d'âge? dernier. Et ma Le sœur, dernier, c'est t'es le l'avant-dernière. petit. Ok. Donc quand tu dis nous, tu parles de tes frères et toi. Ouais. Vous avez aussi des émotions, car vous êtes des personnes humaines. Bien sûr. Au-delà... Donc en fait, ta sœur, elle les exprime et ton père J'ai ne dit sait bien pas y sûr sur le réagir. ton d'un robot qui essaierait de faire croire. Bien sûr. J'adore Exactement. m'hydrater Bien avec du H2O. Donc ta sœur, elle exprime ses émotions et ton père ne sait pas quoi en foutre, Mhm. mais vous exprimez pas vos émotions. On a mis du temps. Bah là, je pense que ma vraie chance, ça a été mon frère, un de mes frères, mon frère Paul, qui a vraiment essuyé les plâtres. J'en discutais, je sais plus avec qui dernièrement, mais je pense que c'est vraiment l'artiste de la famille. Tu sais, il a ce truc où très très tôt, il a commencé à beaucoup fuguer. D'ailleurs, il y avait beaucoup ce truc-là de il voulait partir de la famille, et puis il a fait des petits, tu sais, des séjours, genre il partait en caisse, puis il nous prévenait pas trop, il revenait une semaine après, des trucs qui énervaient de ouf mes parents. Je me souviens de mon père qui cloue des trucs sur sa chambre en mode tu restes ici, et puis mon frère qui sort par le balcon, des trucs dans ce genre où t'es en mode bon, ok. Mais tu sais, il y a ce truc-là un peu de genre, il voulait un peu découvrir quelque chose. Ça fait vraiment un peu, tu sais, la caverne, quand le mec qui voulait sortir et tout. Et puis je pense que ça a vraiment été l'artiste de la famille dans le sens où il a fait de la musique, il a appris à faire des instruments, à chanter, il a appris à réaliser des clips, il a fait du théâtre. Là aujourd'hui, il est prof de théâtre et il monte des pièces de théâtre qu'il fait d'ailleurs des théâtres nationaux, sur des scènes nationales et tout. Et c'est vraiment, il est comédien, il est auteur, il est réalisateur, il fait plein de trucs et tout. Et il a 18 000 cordes à son arc. Et je pense que c'est un mec qui sait vraiment écouter ses sentiments. Et ça, c'est un truc qui est... Je pense que c'est pas le pire, c'est pas d'avoir des sentiments. Je pense que le pire, c'est avoir des sentiments mais ne pas savoir les écouter. C'est-à-dire ils sont là, ils te crient à la gueule et tu sais pas quoi en faire et tu les ignores. Comme les mamans qui sont au carrefour et qui nient leur gamin qui est en train de crier et t'es en mode mais tu peux pas nier ça. Il est en mode je veux des bonbons. Et elle fait genre tout va bien, j'adore cette journée. Et c'est vraiment ça avec les sentiments, tu vois. Et moi mon frère, j'ai l'impression que c'est vraiment la maman cool qui dit écoute Timothée, tu ne peux pas avoir de bonbons aujourd'hui. et je pense qu'il nous a appris un petit peu ce truc-là et ça a été dur pour lui parce qu'il a vraiment essuyé les plâtres. Je pense que ça a été très dur avec mon père pendant certains moments. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment aidé. Les moments où je vivais des trucs forts, j'allais toujours voir mon frère et on en parlait et c'était toujours avec les bras ouverts. Et je pense que sans mon frère, je sais pas aujourd'hui déjà de une si je serais artiste et de deux si je serais aussi à l'aise de parler de sentiments, de vulnérabilité, etc. Donc ça, c'est une vraie chance. Et je me souviens plus du tout quelle était ta question, mais j'ai adoré mon impro. C'était très bien. Est-ce que t'as déjà dit à ton frère que t'étais reconnaissant pour ça? Est-ce que t'as déjà eu cette Je discussion? fais comme beaucoup de là, je le dis en interview, quoi, en me disant peut-être un jour il tombera dessus. Bisous Paul, si tu écoutes ça, peut-être Ouais, dans ouais. 10 ans. Beaucoup d'invités Ouais. du Boys Club ont de manière générale des messages pour leur père. Ouais. C'est vraiment comme le disque, tu sais, le vinyle gravé en or qu'on a envoyé dans l'espace pour les extraterrestres. C'est un peu ça, genre. Des fois, je me fais là, pour le film dans lequel j'ai joué, on s'est fait interview genre par France Bleu Côte d'Azur, je sais pas quoi, à 11h du mat, et je lâchais des vrais bouées pour des potes du collège. Je me dis peut-être ils vont écouter, mais pourquoi ils écouteraient des trucs de Franche-Comté? Mais je lâchais des vrais
bouée comme ça, je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est beaucoup plus facile de parler quand t'es pas face à la personne. Pourquoi ? Bah je sais pas faire. Tu sais, moi j'ai dit une fois je t'aime à ma mère et c'était par texto à genre 2h du matin parce que j'étais bourré. Et c'est vraiment pas le truc à faire. T'es une daronne qui a jamais eu un seul message d'amour de son fils et elle ouvre son iPhone un matin genre 8h et elle reçoit maman t'es là, faut que je te dise un truc, je t'aime, écoute. Et il s'est tué pendant la nuit, c'est sûr et certain en fait. Donc elle m'appelle 18 fois, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ouais, j'ai fait la même à mon père là il y a pas longtemps. Non mais après le spectacle, je pense que c'est un peu une déclaration d'amour aux parents. Ils sont venus voir le spectacle, je pense que c'est un peu passé, j'ai l'impression. Comment il a réagi ton père quand tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu l'aimais ? C'était trop mignon. J'ai jamais mangé tête à tête avec mon père. Là, on se fait la bise avec mon père, mais avant, on se serrait la main. Il y avait un truc très employé-employeur, quoi. Mais non, ouais, je lui ai envoyé un soir donc un texto. En fait, il y avait un pote qui m'avait parlé à quel point son père lui avait manqué, mon coloc de 40 ans dont je parle dans le spectacle. On va en causer aussi. Et il me racontait un peu tout ce truc-là d'à quel point ne pas avoir de père, ça a été compliqué pour lui. Et je me souviens que moi, je me suis dit, putain, moi j'ai eu vraiment un père qui nous a aimés, même si ça transparaissait pas beaucoup, il nous a aimés tellement fort, il nous a vraiment aidés, et on a eu une belle éducation et tout. Et je lui suis reconnaissant, et du coup, je lui ai fait un long pavé. Ce qui est vraiment très horrible, pareil, tu reçois un long pavé un matin. Et donc, je me souviens, je me réveille, parce qu'on s'est couché, on avait fumé, mais on s'est couché genre archi tard. Et du coup, on s'est réveillé à 13h, mais sauf que mon père, il se lève à 8h. Donc, il ouvre et il voit un pavé. Et je me souviens, il a essayé de m'appeler. Donc, moi, je me réveille, je retire mon mode avion à 13h. Et je vois genre 12 appels en absence du daron. Et je vois il m'a écrit un premier texto. Qu'est-ce que tu racontes ? Point d'interrogation. Le deuxième à 9h30, donc 1 heure après. Bon, écoute, très bien, parlons-en. À genre 10h30, si tu veux, on peut manger ensemble. Parce que moi, dans le truc, j'aimerais bien qu'on mange ensemble. Et à 13h, il m'a dit si tu veux, je peux me libérer ce midi pour qu'on mange. Genre, tu sens vraiment, il y a eu l'évolution de. Et c'était trop mignon. Et on a mangé ensemble 2 semaines après, c'était assez cool. On s'est pas beaucoup parlé. Mais je me souviens, j'étais arrivé avec une liste de questions. J'avais écrit une liste de questions sur un papier pour lui poser toutes les questions. Est-ce que t'es content de ça ? Est-ce que quand t'as fait ça dans mon éducation, c'était pensé ? Est-ce que truc ? Et je lui ai posé toutes des questions comme un interrogatoire. Et il a tout répondu, c'était cool. Après, je lui ai dit si toi t'as des questions pour moi, parce que tu sais rien de ma vie, tu sais rien de mon travail, de mes amours, de rien, si t'as des questions. Il m'a dit moi j'ai pas de questions à te poser. J'ai dit ok, bah très bien, bonne soirée. Et donc je sais que ça arrivera un de ces 4, mais pas tout de suite. J'adore quand t'imites ton père. J'adore ta voix de daron. Et le pire, c'est que c'est pas vraiment la voix de mon père, mais je trouve que c'est la bonne voix c'est la voix interne de mon père. C'est ça. Il y a un truc un peu animal, un peu. Ouais, il y a un truc très. Il y a juste l'énergie qu'il faut, quoi. Très chirurgien qui demande un scalpel. C'est très scalpel. Ouais, c'est très. Est-ce que t'as appris des trucs pendant cet interrogatoire à ton daron que j'ai appris plein de choses, ouais. Plein de choses. Vraiment, j'ai appris, je pense, plein de. En fait, c'est marrant, mais c'est comme. J'avais le making-of de notre éducation, quoi. C'était assez marrant. J'avais vraiment l'impression que je comprenais plein de choses, que d'un autre côté, moi je lui ai demandé mais comment c'était avec ton père. Moi j'ai jamais rencontré son père. Mon père il parle pas trop à sa mère, il l'appelle par son prénom. Il y a un truc très froid par rapport lui aussi à sa famille et tout. Donc puis d'un seul coup c'était intéressant. Moi je lui ai posé plein de questions sur son éducation à lui et c'était super intéressant. J'ai compris plein de trucs. Mon père il a dû partir de chez lui genre à 13-14 ans. Il a vécu un peu dans la rue et tout. Il y a vraiment un truc où tu sens je comprenais qu'il lui manquait une petite case. Et donc c'est une question juste de compréhension, de se mettre à la place de quelqu'un. Donc j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'était très utile. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, à partir de la discussion avec ton coloc, ouais, de te dire, ok, je vais lui poser plein de questions. À mon père ? Ouais. Je pense que c'était en gros, mon coloc, il me disait que son père lui avait manqué. Et que... Et je lui dis mais si là ton père il arrive dans la pièce, qu'est-ce qui se passe ? Et je pensais qu'il allait me dire je lui poserai plein de questions, pourquoi t'es parti et tout. Il m'a dit je pense qu'on se tape. Donc je me suis dit ok, on n'a pas le même rapport avec tout ça. Et je me rends compte que, et là je me suis dit putain c'est une chance déjà d'avoir un père. C'est une vraie chance que plein de gens n'ont pas. Et après je me suis surtout dit moi en fait j'ai la chance d'avoir mon père qui est là et je peux lui poser des questions sur plein de choses que j'ai pas compris ou autre. Parce que moi un des trucs que je reproche le plus à mon père c'est des non-dits. C'est dès qu'il a quelque chose qui le traverse, il le cache et il nous en parle pas et tout. Et du coup, je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant de lui poser des questions sur ces non-dits là, parce qu'au final, moi, de lui dire, faut que t'arrêtes d'avoir des non-dits et de pas en parler, je suis complice du truc aussi. Et à un moment, je me suis dit, pose les choses, vois-le et discute d'adulte à adulte, quoi, d'employeur à employé.
J'aimerais bien creuser un peu l'histoire de ton coloc. Allons-y, Comment tu te creusons retrouves à 21 piges à vivre avec un mec de 40 ans? Ah, la vie. C'est qui ce mec? D'où il sort? Parce que c'est aussi ton à meilleur moi, c'est un ami, tu pote à vois. moi. Ouais, c'est un pote à moi. C'est un pote à moi qui est rentré en pleine crise de la quarantaine et avec qui on s'est mis en coloc un petit peu pendant un moment parce que c'était très tumultueux dans sa vie. Puis à un moment, on s'est posé officiellement en coloc et on est resté quasi un an en coloc ensemble. C'était vraiment cool. Et puis c'est là qu'on est vraiment devenus très très potes et qu'on passait des soirées entières à discuter. Et puis c'est aussi grâce à lui, je pense que j'ai écrit le spectacle parce que tu sais, moi, je lui parlais beaucoup parce que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment il a une lecture de la vie qui est phénoménale. C'est un mec qui a bouffé tous les films, tous les bouquins du monde. Il connaît toutes les théories psychologiques. Il lit tout, il connaît tout. Et du coup, dès que j'avais des questions où moi, j'avais pas les réponses, j'allais le voir un peu comme le grand sage. Je toquais dans sa chambre et tout. Et on se posait, puis on discutait de. Je sais pas, des fois, on a fait des 21h, 6h du mat, tu vois. Et on discutait de tout. Et en fait, je me suis rendu compte que les questions que je me posais, lui c'était des questions qui commençaient à remettre en jeu à 40 ans. Et je me suis dit, je pense, et c'est là où je me suis rendu compte aussi, mais mon père en fait se pose les mêmes questions là à 60 piges. Et du coup je me suis dit, en fait je crois que c'est des questions qui te traversent tout au long de ta vie, mais juste t'as des grilles de lecture différentes. Et c'est là où je me suis dit, ce serait intéressant de faire un spectacle où je raconte ces questionnements là à travers un gamin de 20 ans, un coloc de 40 et un père de 60 qui sait pas faire. Et du coup c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à faire le spectacle. Et voilà, mais c'était trop bien. Moi, j'ai adoré cette coloc. C'est quoi la question qui te taraude le plus Dans la vie dans les grandes questions dans les qu'on grandes se pose à questions. tous les âges de la vie? Pas juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, ce qui est une question. Qui est une question plutôt simple. compliquée. Non, en ce moment, j'essaie de savoir. J'aimerais créer un compte au Luxembourg. Non, je rigole. Non. Si vous Pour avez les des impôts, banquiers non. d'affaires dans vos contacts. Non, en gros, je crois que la question c'est. En ce moment, je me disais, putain, ça va paraître si dépressif, mais en ce moment, je me demande si c'est pas une illusion le bonheur pérenne. La dernière fois, je me disais, mais je crois qu'il y a que l'enfance qui compte dans la vie. C'est très bizarre, hein, mais je me disais, j'ai l'impression que les vraies années qui comptent, c'est l'enfance. Parce qu'il y a un truc où tu te prends la vie en pleine gueule. Et la dernière fois, je me disais, est-ce que on n'est pas juste des enfants en fin de carrière, tu vois? Et je me disais, je suis pas sûr que ça existe encore. Tu sais, quand t'es gamin, moi je me souviens de périodes genre de mes 9 ans à mes 11 ans où je suis heureux, quoi. Et je crois que maintenant, quand c'est des pics de bonheur, tu sais, qui viennent genre pendant 2 heures, t'es content. Puis après, d'un seul coup, tu penses à un truc. Tu vois, ce moment où t'es en soirée, tu t'amuses, et puis d'un seul coup, tu te fiches tu fixes le vide, pardon, et tu te dis, bah, je veux rentrer chez moi, en fait. Et bah, je crois que je me disais, la dernière fois, il y a pas longtemps, est-ce que c'est un truc qui va revenir, ou est-ce que ça, c'est définitivement parti, et on essaie juste de sauver les meubles en étant adulte? Je sais pas. Bonjour la dépression. Enchanté, bonjour dans ce podcast dépression. Je pense pas que c'est dépressif. Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose en plus que tout le monde traverse en grandissant, de se dire est-ce que j'ai pas trop de trucs en tête pour être un jour heureux et épanoui en continu au lieu de juste avoir des pics. Ouais, tu vois, mais il y a pas longtemps, je me disais, est-ce que c'est pas l'enfance qui compte et le reste, on s'en fout? Je sais pas, je me disais, est-ce que. Parce que. Il y a un truc, moi, Fab peut en témoigner, mais depuis mes 11 ans, j'essaie de jouer l'adulte et je me demande si ça va pas me retomber sur la gueule dans pas longtemps, tu vois. Je me demande si j'ai pas profité de mes années bonheur. Et là, là j'ai Patrick Sébastien en tête, les années bonheur, mais je me demande s'il y a pas un truc où j'ai sauté une étape qui est au final l'étape la plus importante de la vie. Qui est au final le truc où, peu importe à 60 ans, tu repenses à ces moments-là. Je crois vraiment que, d'ailleurs, tout ce que tu es en tant qu'adulte, c'est des traumatismes d'enfance ou des trucs que t'as pas résolus ou pas connus en tant qu'enfant. C'est vraiment, je crois que t'es vraiment une éponge, enfant, et adulte, c'est le moment où t'essors cette éponge et après ça te donne un contenant. Mais je crois vraiment que j'ai pas assez capté de choses quand j'étais petit. Okay. Donc je me demande si ça va pas me retomber sur la gueule. Je sais pas. On verra. Pour redonner un peu de contexte, donc juste avant le spectacle, j'ai retrouvé nos SMS qu'on s'est changés en 2012. Bonjour la prison, Fabrice Florent. 14 ans. J'avais quel âge? 14 ans. 14 ans, magnifique. Oui, et t'écrivais bonjour, c'est Panayotis, l'intervieweur de 14 ans. Ouais, j'ai retrouvé une carte de visite, je l'ai montré à mon attaché de presse hier, une carte de visite où dessus il y a écrit 13 ans. Le seul mec qui met son âge sur. Et derrière, t'as écrit imprimé gratuitement sur Vistaprint. Et. C'est con parce qu'en plus elle est périmée au bout d'un an parce que t'as pas 13 ans, genre 13 ans ça passe. Ouais, comme... mais ils en refaisaient, c'était gratuit. Hein. Mais, La planète, on n'y pensait pas à l'époque. C'était il y a longtemps. Ouais, c'était en 87. Non, mais ouais. Et c'est vrai que t'avais cette démarche. Et je te faisais chier, hein, tu te souviens, quand je te harcelais pour travailler ici?
Pour travailler chez je peux travailler chez Mademoiselle. Bah Ils oui. disaient, c'est plus beaucoup des meufs. Et je disais, mais c'est pas grave, allez. Juste t'avais 14 ans. Ouais. Oh, t'aurais dû le prendre, regarde comme il est fort maintenant. Je suis là, j'ai Ah, envie t'as de la haine, travailler hein. avec Et toi, bah tu vois. voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'il était très fort. Il était tellement pas, j'avais une tête à claque, j'allais voir les gens, mais non, mais surtout, je Mais en pense fait, que t'avais réussi à attends, avoir pour moi, t'avais réussi, t'étais fort dans le sens où t'avais réussi à faire en sorte que je te mette en contact avec Kian. ah ouais, J'en j'avais peux un plus. avec Kian grâce à toi. Et en fait, Kian, J'avais tellement harcelé pour ça. ouais, mais en fait, Ça a marché. mais ça avait fini par marcher en fait. Je pense que je suis le genre de gars quand les gens recevaient un texto, ils voyaient que c'est moi, ils faisaient tu vois ce texto de oh là là. Mais en fait, Encore lui. c'était Bon, je vais mettre étrange parce 2-3 que heures à lui répondre pour lui montrer que bon, il se calme. Je sais que tout le monde faisait ça avec moi parce que je voyais des vues et réponses le lendemain, j'étais en mode, c'est pas gentil. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, tu deviens un petit forceur qui décide qu'il a trouvé son métier et qui va se lancer? T'as 11 piges, quoi. T'es au collège, normalement. 14, voilà, t'avais 14 ans Enfin, à ouais. l'époque, mais Je sais pas, tu joues à Pokémon, non? Ouais, Tu découvres non, le je porno, pense que c'est- je raconte un peu dans le spectacle ce moment où cette légère transition, où j'ai voulu devenir un adulte très tôt, quoi. Ce moment où je me suis dit, en fait, on n'est pas là pour niaiser. Il y a vraiment ce truc-là, d'un moment, je me suis dit, mais tu perds du temps. Et ça, c'est bon. Ma mère m'a appris que j'allais mourir très tôt. J'en parle dans le spectacle. Pas, on dirait que j'ai une maladie, mais pas du tout. Elle m'a appris qu'on mourrait. Mais normalement, un gamin, il est censé vivre un peu en oubliant ça. Et donc, c'est-à-dire que elle m'a appris que le Père Noël n'existait pas, genre un an après avoir appris que la mort existait. Donc, il y a un truc quand même de priorité qui était pas bon, quoi. Et T'avais quoi? T'avais 7 piges ou un truc comme ça? 8 ans, ouais. Et du coup, je sais que ça a fait trotter un truc dans ma tête mais en fait, je suis en train de perdre du temps. Tu sais, je voyais un peu ce truc-là de il faut faire des choses dans sa vie, il faut accomplir. Il y avait un peu cette idée-là de faut faire sa pyramide avant de mourir, quoi. Et donc, très tôt, je sais pas, je voulais faire plein de trucs. Et je voulais faire de l'humour, mais je pense que par insécurité, j'assumais pas ce truc-là. Et du coup, je me disais, je veux traîner avec des humoristes, poser des questions à des humoristes, et je veux comprendre un peu. Je pense que j'ai ce côté un petit peu petit stagiaire qui a besoin d'aller demander avant de faire un truc, tu vois. Et du coup, j'allais voir tous les humoristes en disant comment on fait des blagues. Et donc voilà, comme là, en ce moment, j'ai envie de faire de la réalisation et je traîne avec beaucoup de réalisateurs et je leur pose toutes les questions possibles. Et quand j'ai fait mon court-métrage, j'allais à toutes les sessions de montage, alors que la monteuse elle me disait, mais tu sais, tu peux ne pas être là, elle me donnait des directions. Et après, je disais, non, je veux tout comprendre et tout. Et puis le mixeur aussi qui me disait, mais tu sais, t'es là tous les jours de mix, tu comprends rien. Et j'ai dit, je veux voir, j'ai besoin de voir. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi un petit peu stagiaire. Donc voilà, je pense que sans ça, j'aurais pas été humoriste. Et d'ailleurs, peut-être que sans ça, je me serais dirigé vers des études de journaliste alors que c'est pas ce que je voulais faire. Donc peut-être que je me suis retrouvé comme beaucoup de jeunes à qui on demande très tôt de faire des choix à 22 ans en amphi pour apprendre à être journaliste en me disant mais en fait je crois que j'ai pas envie de faire ça. Sauf que merde, je suis embriqué là-dedans, puis j'ai dit à toute ma famille que je faisais ça, puis c'est compliqué d'en sortir. Donc je pense que c'est aussi une chance que j'ai eu de tester très tôt et de pouvoir voir que c'est pas ce que j'avais envie de faire. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en vrai, tu posais des questions, mais t'avais plutôt envie d'être derrière le micro à répondre, comme ce que t'es en train de faire là. Ouais, bah tu vois, il y avait ce truc-là un C'est petit pas peu le même aussi métier. Je me souviens, j'étais très interventionniste dans les questions. Et il y avait plein de gens qui disaient mais mec, t'es face à Gad Elmaleh, arrête de parler avec lui, laisse-le parler, on veut écouter Gad Elmaleh, on s'en fout de toi. Et moi dans ma tête dès qu'il parlait, j'étais en mode j'ai trop un délire avec Gad Elmaleh. Alors que non, tu vois, j'étais en mode Bien mec, sûr. t'es l'intervieweur, tu poses la question et tu fermes ta gueule. Et c'est là où je me suis dit mais en fait il faut que j'arrête de me voiler la face, j'ai envie de faire des blagues. Ah, c'est cool. Donc voilà, et j'ai arrêté les interviews. D'ailleurs, Gad Elmaleh, c'était un peu mon boss de fin. Et après, j'ai plus fait d'interviews. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était le moment où mes interviews elles commençaient un peu elles fonctionnaient pas, mais genre, elles faisaient des 150 000 vues et tout. Donc, je recevais des mails de si vous voulez interviewer notre artiste. Et j'étais en mode non. Je commençais à refuser. J'étais en mode arrêtez, c'est bon. Je suis retiré du business. Un peu genre Walter White à la fin de Breaking Bad. Genre arrêtez, j'ai terminé avec ça. Je me suis mis 80 millions en cash de côté. Et donc c'était assez J'ai marrant. 16 ans et désormais. pour le coup, on m'a proposé une interview et je me souviens à l'époque, c'est un des plus gros regrets. On m'a proposé d'interviewer Major Lazer et Diplo. Ah. Et j'avais dit non, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas. Et genre après j'ai vu le succès mondial, je me suis dit ok, très bien. J'avais interviewé ça aussi, j'avais interviewé Toto, le groupe Toto. Oh. Et j'ai interviewé Toto de Africa de Toto. bien sûr. Incroyable. Et j'ai interviewé Deep Purple. Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties, mais j'ai 30 minutes d'interview avec Deep Purple. Allez savoir pourquoi. Mais voilà. C'est pas vraiment ta génération en plus. Ah, moi je suis là, le rock, moi c'est ma passion. Le rock, on dirait une vraie phrase humoristique, hein, mais c'est une vraie phrase premier degré. C'est ton daron qui t'a. Tellement pas. Mes Non. parents écoutent pas de musique. Non, c'est Ah ouais. vraiment, j'adorais. Je voulais être un vieux monsieur quand j'étais petit, donc j'achetais des vinyles en brocante et tout, j'écoutais les Doors et tout. Je te jure, je mettais un vinyle dans ma chambre et je regardais mon plafond en mode putain. Ça, c'est de la musique. J'en ai marre de grandir dans le Bronx, il y a vraiment un truc. Je me prenais pour je sais pas qui et tout. Mais ça devenait d'où? Hein? Des films? Ça devenait Non, des j'avais un oncle qui écoutait un peu de musique et tout et qui m'avait filé un premier vinyle.
Et puis j'avais demandé une platine pour... pareil, j'avais fait une économie de Noël et tout. J'avais demandé une platine vinyle et j'écoutais un peu de musique. Et puis j'avais découvert. Et puis après, j'ai acheté plein de vinyles en brocante d'occasion. Mais nous divagons. Avec Fab, en sortant de ton spectacle, on s'est dit putain, il a tellement tout mis dedans. Genre, comment il va faire un deuxième spectacle alors qu'on a l'impression que t'as déjà raconté toute ta vie dans ce spectacle-là, parce que t'abordes énormément de sujets et c'est hyper bien, mais c'est très complet. Alors, je me doute qu'il y a des aspects de ta vie qui restent privés, mais on s'est vraiment dit putain, il est allé si vite, si fort dans le premier. Mais déjà, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Une suite. Alors, en fait, pour compléter le truc, c'est que moi, j'avais pensé à... Et c'est Louis C.K. qui raconte ça dans son hommage à... Je vais me moucher. Tu sais, il y a George Carlin. D'accord. Il a tout un truc où il raconte qu'en fait, c'est le mec c'est George Carlin qui l'a incité à venir faire un nouveau spectacle tous les ans, à l'écrire, le tourner, le faire un special et faire autre chose, quoi, tu vois. Et en fait, il racontait qu'au départ, il était un peu effrayé par comment je vais faire pour trouver des nouvelles blagues et en fait, il dit qu'il creuse, tu vois. Et tous les ans, il creuse plus profond, il creuse de plus en plus profond dans les trucs en fait que t'as pas envie d'aller raconter, mais qu'en fait, tu te dis oh, putain, en fait, ça c'est vrai. Et en fait, j'ai trouvé pour ton premier que t'avais déjà creusé. Pour un gars, à poil, quoi. Le mec avait quelques pelles. Pour un gars de 21 ans, je me suis dit, ok, mec, t'es déjà profond. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas réussir à creuser plus profond, en fait, mais que pour un premier, j'ai trouvé que t'avais déjà pas mal entamé mais écoute, le creusage. Ça me touche. Déjà, j'ai des trucs pour le second spectacle que je commence à mettre de côté et que j'ai commencé à pas rôder, mais à tester, et je crois que ça tient la route, donc je suis content. Non, mais je pense surtout que le premier spectacle, je parle pas de ce que je suis maintenant, je parle de pourquoi je suis comme ça. Et je pense que si un deuxième spectacle, il faut que le premier fonctionne, donc il faut que vous alliez le voir. C'était mon moment promo. Mais s'il y a un deuxième spectacle, je pense que c'était trop mignon. C'était tellement un petit peu genre, allez, s'il vous plaît, allez. Soyez sympa. Comme ça, il y aura un deuxième. Soir, vous faites rien, allez. Et je pense que s'il y a un deuxième, je raconterai plus ce que je suis plutôt que pourquoi je suis ça. Ce qui est une légère nuance, mais au final, on sort du spectacle et on se dit pas, je sais qui il est. On se dit, je comprends pourquoi il est ça. Je sais d'où il vient. Moi, c'est ça, je sais d'où il vient. C'est comme si j'avais bien expliqué le train que j'ai pris et le départ, le départus, mais j'explique pas le terminus. Et je pense que là, je vais raconter, je suis à Châtelet. Voici Châtelet. Donc je pense que ce sera ça. Qu'est-ce qui fait que tu décides de te mettre... En fait, je pense que j'ai rarement vu un humoriste, surtout un mec, se mettre autant à poil avec simplicité et naturel sur scène. Alors il va falloir préciser que c'est une métaphore, car nous sommes un podcast et les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Mais arrête, s'ils croient que t'es nu, peut-être ils vont venir. Plus. Non, je pense pas. Au contraire, vraiment, j'ai pas un corps agréable nu. J'ai vraiment pas un corps... Nu, c'est vraiment, tu sais, on me voit nu, je crois qu'on dit non merci. Nu, c'est vraiment non, c'est vraiment. Ok, on va alors changer de sujet pour partir sur le rapport au corps. Je suis déjà mis nu devant des gens, et c'est vraiment un regard de bon, bah écoute, aucune surprise. Tu sais, c'est ni déçu ni content, c'est vraiment bon. Ça n'apporte rien. C'est vraiment, ça n'apporte rien au débat. Alors tu le sais pas, mais moi je connais Mimi, tu vois, et ça fait longtemps que dire j'ai vu Mimi à Walp et d'accord, ça se fait pas. D'autres jours oui, mais Fab non. Mais j'ai vu l'œil de Mimi s'allumer au moment où t'as fait moi mon corps et moi. Mimi elle a fait oui, allons-y alors. Tu le sais pas, mais t'as enclenché le mode comment on appelle ça, savage, non je sais pas, le mode chasseur. Wow, ok, en fait expliquez-moi. c'est à la fois un grand sujet et un non-sujet, le rapport des hommes à leur corps et le regard qu'ils peuvent avoir dessus, et le corps masculin est pas forcément montré comme désirable et sensuel, etc. dans la société, par rapport au corps féminin qui est sexualisé un peu trop tout le temps. Et du coup, dans ce podcast, j'aime bien parler du rapport au corps. Du coup, c'est quoi comment t'as construit ton rapport à ton corps, et notamment à la puberté, ton corps change, ce n'est pas sale, tout ça. Comment ça se passe quand ton corps devient un corps d'homme? Panayotis, pour l'audio guide, t'es perdu. J'ai vu ton regard. Non, je sais que c'est dans le vide. J'essaie de faire parce qu'en podcast, je dis toujours trop de la merde parce que j'ai pas la contrainte de la caméra, comme tu disais. Et du coup, je me disais déjà dans ma tête, ok, tu n'abordes pas ces sujets. Je jouais le rôle de mon attaché de presse, mais mon hémisphère gauche jouait l'attaché de presse, et à droite, l'artiste qui veut trop dire de trucs. N'hésite pas à trop dire de trucs. Non, au pire, on coupera. Mais l'embête pas. Non, qu'est-ce qui a changé quand j'étais plus jeune?
Le rapport au corps. En ce moment, je suis dans cette question-là où je me demande si j'ai envie de... Par exemple, je me force un peu à faire des pompes, à faire des trucs et à me dire... Il y a un truc, une petite voix qui trotte dans ma tête qui me dit t'es un mec, t'es censé être un peu musclé. Il y a un truc de... je crois que c'est plus joli un corps pas musclé, je le pense. Je trouve que c'est joli les corps musclés. Mais je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là, je suis dans ce moment-là où je me dis est-ce que ça me représente ? Ce serait pas une fausse enveloppe, comme une trop belle enveloppe pour une lettre un peu chum. C'est beau. Ouais. Tu sais, une lettre qui a bavé, genre l'encre, le mec il a retiré sa paume et ça a bavé et tout, et t'es en mode pourquoi il a mis une si belle lettre pour cette lettre de merde. Non, le changement au corps, la puberté c'était il y a pas si longtemps que ça pour moi. La voix ça a été un problème compliqué. J'ai eu très longtemps une voix aiguë, et d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, et c'est marrant parce qu'il parle à quel point sa voix ça a été compliqué. Sa voix très haut perché, très aiguë, et puis que tout le monde lui disait que c'était une voix de femme, etc. Moi j'ai eu beaucoup ce truc là aussi. Et d'ailleurs, une voix que sur scène, j'ai très aiguë par moment, mais que j'assume complètement maintenant. Mais quand j'étais au collège, je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Parce que tous mes potes avaient une voix d'un seul coup qui est devenue très grave, et moi, j'ai vraiment mis 2 ans après eux à avoir une voix grave. Et ça, je me souviens que c'était un peu compliqué. Je me souviens qu'on se foutait beaucoup de ma gueule pour ça, mais après, je faisais des meilleures blagues qu'eux, donc j'arrivais à les niquer. Donc ça va, tout va bien. Non, je suis longtemps resté un peu plus petit que les autres. Je pense que ça a mis un peu plus de temps à se lancer. La peau grasse, ça a été un long souci pour moi. Là, je suis en train de vous parler de trucs qui répondent pas forcément à vos questions, mais je fais un bilan aussi par rapport à des choses que je suis en train d'essayer d'enfouir, mais que là, je ressors. Le sexe, quand j'étais plus jeune, je me disais « Ah, je crois que tu vas avoir une petite bite ». Mais c'est pareil, c'est l'idée de ça a mis du temps à arriver. Quand c'est arrivé, j'étais en mode « Ah, content !» Genre « Ah, bon, ça va !» Donc ça, tout allait bien. Mais il y a vraiment un moment où j'étais stressé, parce que genre, je commençais mes premiers rapports sexuels, et je me disais « Mais normalement, ça devrait... C'est comme tes grains de riz quand ils mettent du temps à grossir et t'es en mode bah je dois manger dans pas longtemps là quand même, donc il y a mais non, tout va bien. Alors je vais pas te demander le chiffre. Est-ce que t'as déjà mesuré ta tub et si oui, comment à l'aide de quel instrument? Oui, je l'ai fait quand j'étais plus jeune et avec une règle. Mais je crois que tous les mecs qui te disent qu'ils l'ont pas fait, c'est impossible. C'est impossible. Je crois que c'est vraiment un truc. Mais après ça fait très longtemps. Mais je crois que c'est vraiment le moment où je me souviens D'ailleurs, ça vient très vite, hein, la tub qui grossit. C'est très rapide chez un jeune homme. Hein. Personne nous prévient de ça quand on est petit, mais c'est vraiment en 2 semaines, quoi. C'est tu te lèves et un jeudi, t'es en mode waouh, qui a mis de l'engrais. Et donc t'as ces trucs-là. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, prends une règle, vois, qui est vraiment un truc de. Et non, et puis après, j'ai mis ça un peu de côté, quoi. Mais ouais. Il y a plutôt des questions aussi autour de la mesure, de la façon de mesurer. Parce qu'il y a des mecs qui... Il y a des teams, maître de couturière, où est-ce que tu commences ? Il y en a qui, genre, c'était Patrick Beau qui disait, t'as une astuce, ou si tu commences un peu sous les couilles, machin, ça te rajoute quelques centimètres. Par contre, moi, j'ai jamais dit mon chiffre à quelqu'un. Ah non, je vais pas te demander de dire le chiffre. C'est juste de rajouter des ouais, mais il y a des chiffres officiels, tu sais, par exemple la moyenne française, machin, tu vois, donc si c'est compliqué pour toi et que tu fais bon bah s'il y a moyen de gagner 3 cm, bon bref. C'est des questions récurrentes du podcast, hein, tu vois, donc voilà. Non, mais comme tous les mecs, pendant mes premiers rapports, je me souviens que j'avais ce truc là un petit peu de avant de me mettre à Walp, j'allais dans la salle de bain et je tirais un peu sur ma tub et je me disais ça va juste pour l'image. Ce truc là. J'apprends des trucs dans ce podcast tous les jours. Non, mais tu sais, t'as le côté un petit peu petite pichenette que tu te donnes pour t'éveiller un peu. J'ai un pote qui faisait ça dans les douches de vestiaire, de basket, pour se faire grossir un peu la table. Mais il le faisait de façon très discrète, mais ça se voyait trop. C'est discret puisque tu le sais. Voilà. Bah il le sait avec ma main en fait, donc mais non, mais ouais. Puis non, mais ça c'est des questionnements. Je pense que chez un homme, il y a une vraie question sur la tub. Pendant un moment, on est vraiment représenté. Il y a ce truc-là de petites bites, grosses bites, et puis c'est vraiment une discussion. Les meufs, les premières meufs qui ont vu ta tub, il y a des discussions, il y a des trucs. Tu sais, il y a vraiment un truc de. C'est un sujet qui est important, j'ai l'impression, pour les hommes, alors que c'est au tout début. Et donc, ouais, au bout d'un moment, ça te hante un petit peu, t'as ces questionnements-là. Mais après, voilà, donc c'est un truc qui part. Je crois qu'à partir de genre 16 ans, tu te poses plus trop, tu passes à autre chose, quoi. Est-ce que t'as fait ce truc que beaucoup d'invités du podcast ont fait, qui est la branlette entre potes ? Non. C'est peut-être ça qu'il était en train de dire, faut pas que t'en parles. Ah non, bah j'ai eu du retard pour le podcast, vous m'avez entendu, j'étais en retard, j'ai eu 15 minutes de retard pour le podcast. Bah, j'étais avec mes potes et non, c'est jamais arrivé. Ça a failli arriver, hein, je me souviens. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je lis, bah du coup, je redis En finir avec Eddie Bellegueule, qui est un très beau bouquin. Un très bouquin, ça ne veut rien dire. C'est vraiment un bouquin. Tu sais, le mec qui dit aucun adjectif, c'est vraiment un livre, quoi.
Et il raconte une sorte de branlette entre potes à un moment, et c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Mais ouais, non, à un moment, je me souviens qu'il y a un pote qui a essayé de lancer ce truc. Mais non, ça s'est jamais passé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de mecs l'ont fait, quoi. C'est un truc qui est assez... Nos invités, c'est plus ou moins 50%. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc de génération où tout se perd de nos jours. Et en fait, le fait d'avoir un accès personnel au porno et de pouvoir en regarder. Ouais, je pense qu'à l'époque, quand il y en avait un qui avait un porno, c'était en mode les gars, venez, j'ai un truc. C'est croquer les potes, tu vois. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais donc, on perd, encore une fois, on va vers une société individualiste où on peut plus se branler entre potes. Les gens ne partagent plus les plaisirs simples de la vie. En vrai, je trouve ça assez sain. Peut-être pour une bonne cause, hein, je sais pas. Peut-être que c'est pas grave. Non, mais il y a un aspect aussi de découverte, quoi, tu vois, de comment tu marches toi et comment tes potes marchent aussi. Tu vois, enfin, en tout cas, voilà. Mais il y a aussi un aspect de compétition un peu chelou. Oui. Qui est le truc, c'est en général, c'est celui qui arrive à jouir en premier gagne. Ah bon ? Voilà. Bah écoutez, je suis très heureux d'être venu à ce podcast. Parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses qui vont m'être utiles. Écoutez, je vais créer un groupe WhatsApp avec mes potes. Et pour tes séances d'écriture. Ouais, très bien. Hein. Très bien. J'aime bien parler un peu du porno quand j'ai des invités plutôt jeunes, parce qu'on fait partie de la première génération qui a eu un accès quasi illimité au porno au moment où on découvrait... En fait, on a pu voir du porno de façon quasi illimitée avant d'avoir une vie sexuelle. Ouais. Comment est-ce que toi t'as regardé du porno avant d'avoir une vie sexuelle ? Est-ce que ça t'a donné des idées sur la sexualité ? Ou quand t'es arrivé dans le grand bain, t'étais là, pas du tout. Ça m'a donné une idée très violente de la sexualité. Je sais que mes premiers rapports sexuels, j'avais des... Je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria, qui a été produite par Drake. Il y a le personnage de McKay à un moment qui, par réflexe et par éducation, il étrangle la meuf pendant qu'ils ont un rapport, et je trouve ça assez marquant parce que je sais que j'ai tenté des moves comme ça au début, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc je pense que ça m'a mal éduqué de ce point de vue-là. Moi, je me suis fait griller par ma mère en train de regarder du porno quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait une fugue, elle m'a grillé et j'ai vraiment fait un truc ridicule. Donc déjà, c'était la première fois que je regardais du porno, donc je me suis fait griller la première fois, ce qui est vraiment la loose ultime. Et c'était un pote à moi qui était un peu plus vieux, j'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi, qui m'avait dit faut que tu regardes du porno, t'as jamais regardé et tout. Donc on était allé chez moi, et chez moi il y avait un seul ordi, c'était dans la salle d'ordi, on appelait ça la salle d'ordi, ce qui est très bizarre. Et c'était une toute petite salle avec un ordi, et c'était vraiment un cybercafé, c'est trop chelou. Et je me rends compte là, et on arrive dans cette salle, et le gars lance un porno et tout. Et il me dit, tu verras, c'est trop cool. Et puis juste on regarde un porno, il n'y a pas de branlette, c'est juste on regarde. Et il voulait me montrer l'activité porno, quoi. Et ma mère rentre. T'as quel âge, tu disais ? Je crois que j'ai 11 ans. Ok. Je suis en 6ème, donc à peu près 11 ans. Et là, je me souviens, par réflexe, tu sais, c'était les ordis à tour et tout. Donc je colle mon bus sur l'ordi. En mode... c'est naturel. Et ouais, très naturel. C'est pas du tout louche. Et en impro, j'ai des rapidités, et je dis à ma mère c'est ton cadeau de la fête des mères. Génial. Et ma mère elle dit oh, et tu sais elle fait une tête de bon je vais vous laisser tranquille, et là elle sort et elle fige et elle me dit mais c'est passé la fête des mères. Et elle arrive et dit qu'est-ce que tu fais là, et je retire, et genre on voit un porno comme hardcore en plus. Et là je pars en courant, et je pars vraiment 3 heures parce que il faisait froid et j'avais pas pris de veste, et donc c'est vraiment la fugue nulle de j'attendais dans un parc, et mon pote il était avec moi par soutien, et au bout d'un moment il m'a dit bon bah faut que je rentre, ma mère on mange à 19h, donc j'étais en mode bon bah c'est pas grave. Je suis resté genre encore une demi-heure tout seul, je regardais les canards dans le lac, et je me suis dit bon bah je vais rentrer, hein. Je suis rentré, ma mère elle m'attendait dans la cuisine assise, elle m'a dit assieds-toi et tout, et elle m'a dit tu sais c'est pas ça la vie, si tu crois que c'est ça la vie tu vas être malheureux et tout, c'est pas ça, c'est d'abord aimer quelqu'un, faut trouver. Moi je me souviens pendant qu'elle me parlait, dans ma tête je me suis dit il faut que je m'achète un iPod Touch pour regarder du porno discrètement. Donc j'écoutais pas trop sa leçon de vie. Et donc j'ai fait une économie de Noël, et je me suis acheté, j'ai demandé... Hein, c'est un running gag. Cette anecdote est longue, mais j'ai vraiment économisé un Noël, un anniversaire et un Noël pour avoir un iPod Touch. Dans le but de regarder du porno. C'était la première version d'iPod Touch et tout, et donc j'ai un iPod Touch, je le connecte en Wi-Fi et tout, et je regarde du porno, c'est le meilleur truc de ma vie. Je regarde du porno le soir tranquille, c'est tellement bien et tout. Je prends mon temps, tu sais, j'ai plus le stress parce que je le fais tard. Genre, je me réveille à 1h du match, c'est qu'il y a personne de réveillé et tout, c'est génial. J'ai mon petit moment à moi. Et à un moment, j'ai trop peur parce que je le fais la nuit, et je suis dans la chambre à côté de ma sœur. Et je me dis, j'ai trop peur que ma sœur vienne dans ma chambre. Et du coup, je commence à flipper, je le fais, je me dis, bah, le mieux, c'est de le faire dans les toilettes. Et du coup, je commence à prétexter des gros caca en plein milieu de journée pour aller me branler dans les toilettes. T'as pas une serrure sur ta porte ?
tout simplement. Bah non. Ok. Quel enfant a une serrure sous Non, sa y a- porte y a pas de- Personne fait ça aussi. Je pense. Moi, non. j'avais- Moi déjà une mes serrure et parents une ne clé. toquaient pas. Ah, Mes parents t'es notre enfant, je m'en bats les couilles quoi, c'est employeur Même à la puberté, employé quoi, quand c'est frère, est-ce que t'as piqué dans la caisse, c'est je m'en fous quoi. Et mais du coup je suis dans les toilettes et je me souviens, c'est genre une semaine après que j'ai l'iPod Touch, je regarde un super porno et je suis sur les toilettes et je me souviens, je vais rentrer dans des détails, mais c'est un des premiers coïts très puissants que j'ai eu. Et je crois que j'avais pas d'éjaculation à l'époque. Là, je vois vraiment regarde mon attaché de presse, regarde le regard dans le vide de pourquoi je le ramène à ce podcast. Et tu sais, parce que c'est marrant, mais on travaille, on essaie d'avoir une image un peu classe avec mon spectacle et tout. Et moi, je suis là. Et donc, je me branlais dans les chiottes. Et tu sais, on essaie de faire des belles couves, Télérama et tout. Et moi, je me branlais comme ça sur un porno. Et non. Et super. On va retravailler tout ça, t'inquiète. Non, mais. Et je me souviens, et donc j'ai ce truc-là de première fois que tu sais, t'as un petit cri de et je lâche mon iPod. Et il tombe dans les toilettes. putain, j'en peux plus de ta vie de galérien. Ouais. Et j'ai hésité pendant un moment à raconter ça dans le spectacle, mais je me disais c'est pas très classe. Et l'iPod tombe dans les toilettes, et je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières versions d'iPod ou d'iPhone, quand ça tombe dans l'eau, ça frise l'écran. Et donc ça frise l'écran sur une meuf qui suce un gars, mais genre un gros plan d'une go qui suce un gars. Et moi je fais oh non réflexe quoi. Et ma mère toque, ça va, tu vas bien? Et moi je fais oh, et elle toque, ouvre-moi et tout. Je suis dans les toilettes, elle toque. Et moi je suis et elle dit je vais rentrer. Et elle appelle mon père, viens Panayotis. Et mon père il arrive et il dit ça va, tu vas bien? Je vais rentrer. Et il veut défoncer la porte et genre rien ne va. Et moi je suis en mode non mais je sais pas quoi dire et tout. Et je me souviens, je sors l'iPod. Et mon réflexe c'est de le casser contre le rebord d'un meuble. Bah, la et, base. Et donc je casse mon iPod. Et mes parents ils entrent et tout. Et mon père il dit qu'est-ce qui se passe? Et je dis j'ai cassé mon iPod. Et je pense qu'ils ont compris parce que je devais encore bander. Je sais pas, mais il y a un truc vraiment de tristesse. Et j'ai toujours cet iPod Touch. À chaque fois que je vais dormir chez mes parents, genre une fois par mois, j'ouvre un vieux tiroir où j'ai caché mon iPod cassé. Et je me dis mais c'est tellement marrant. J'aimerais tellement faire réparer l'écran et le rallumer pour voir. Je sais pas, mais. Et donc cette tristesse là du gamin qui casse 1 an et demi de crédit de Noël et d'anniversaire, c'est fou. Et donc voilà, ça c'est mon rapport au porno. Et voilà. Mais là j'en regarde plus, je suis assez fier. C'est Je vrai regarde plus de porno, ouais. Ça Je me t'intéresse suis plus? forcé à, ça fait genre je sais pas 2-3 mois que je me force à ne plus en regarder. Parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pas dans ma vie sexuelle Ouais. à me libérer. Il y avait vraiment un truc de j'avais besoin de certaines choses pour arriver à une certaine excitation. Et je me suis rendu compte que si je regardais plus, il y avait plus ces attentes là. C'est comme quand tu regardes trop de films. Il y a un moment où tu as du mal à sentir certaines choses dans ta vie, des émotions ou autres, parce que tu as toujours l'impression que la vie, il faut que ce soit comme dans un film. Ou les gens qui lisent trop de bouquins, tu sais, ils ont toujours l'impression qu'il faut que les choses soient romancées. Et bah là, j'avais un peu cette impression-là de ma sexualité était plus complexe quand je regardais du porno. Donc là, je suis content, j'ai arrêté d'en regarder. Et ça me fait du bien. Mais j'ai arrêté vraiment comme un gars qui arrête la clope. C'est-à-dire, avant, j'en regardais genre un par jour. Puis après, je me suis dit un tous les 2 jours. Puis après, je me disais, bon, tu regardes que 15 secondes. Puis après, c'était que les photos. Genre, je naviguais et je regardais que les photos. Puis après, je suis allé sur Tumblr et je regardais des gifs. Rien n'allait. J'ai vraiment fait toutes les étapes. Ah ouais, donc c'était un vrai truc conscient. Ouais, oui, je voulais vraiment arrêter. Ok. Le sevrage, petit à petit. Non, mais c'est cool. Je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui réfléchissent à cette possibilité et à l'impact que le porno peut avoir sur leur sexualité. Mais on n'a pas encore abordé, je pense, le sujet dans le Boys Club de arrêter le porno pour retrouver une sexualité un peu plus naturelle. Et Est-ce bah, que ça fonctionne. t'as vu des effets? Ouais, ça fonctionne. C'est beaucoup plus simple. Trop Tout bien. est plus simple. Bravo, elle m'a dit. Bravo pour tout ce que vous faites. C'est trop mignon. Bravo de Bravo pour ta baiser sexualité. simplement. Bravo d'être sobre dans Non, ta mais cam. en fait, c'est comme une addiction, je pense. Ouais, C'est bien parce sûr. que- Ah, mais bien sûr. Donc bravo d'avoir réussi à Ouais. te libérer de cette En addiction. fait, quoi. quand je me souviens que bah tiens, ça c'est un truc, j'ai hésité à le faire sur scène pendant un moment, mais peut-être que je le ferai. Mais tu sais quand il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de consentement, qui disent mais je comprends pas comment une meuf elle peut avoir envie après plus envie, puis ça part vite, puis ça revient et tout. Parce que nous on a un peu ce truc là de chaudière quoi. Une fois que ça chauffe, ça chauffe. C'est Et alors que c'est pas du tout le même rapport. Et je pense que je me suis posé la question par rapport au consentement de comment je pourrais essayer de comprendre le consentement et de l'expliquer de manière simple. Et je me suis rappelé de quand j'étais gamin et que du coup je découvrais le porno, je sais pas, j'avais 15-16 ans. Et cette fois-ci, donc je commençais à gagner un peu de sous avec mon petit métier de faire des trucs avec YouTube, ça m'apportait un peu de sous. Et je me souviens, je m'étais acheté un iPod mini. Donc là, c'était du porno avec un grand écran, c'était génial. Et je me suis rappelé d'un moment où, dès que mes parents partaient, il fallait que je regarde un porno.
parce que je sais pas, c'était la seule chance où ils partaient, je pouvais regarder un porno. Et je me souviens de nombreuses fois où mes parents partaient et j'avais pas envie de me branler, mais je me disais puisqu'ils sont partis, il faut que je le fasse. Et je me souviens que je me forçais moi-même à me branler et je faisais vraiment allez, vas-y, moi je dis oh non, et tu sais il y avait vraiment les deux voix et je me suis dit mais en fait tu l'as ton rapport au consentement. Tu vois ce moment où tu te dis qu'il faut le faire parce que t'as pas envie de te mettre mal à l'aise, tu vois, et je me suis dit mais en fait il y a beaucoup de meufs qui sont dans cette situation là de je dis un peu oui parce que je comprends que c'est ce que le mec veut, mais en fait il en est pas vraiment envie. Et je me suis dit mais c'est la meilleure manière de l'expliquer, c'est ce moment là où quand j'étais gamin je me disais il faut que je le fasse parce que c'est dans ma règle, je me suis fixé une règle de mes parents sont pas là, il faut que je baise, comme cette règle là débile de si la meuf elle accepte de venir boire un verre chez moi alors que c'est débile, bah, je vais la ken alors que c'est pas possible en fait, ça n'existe pas, il y a tellement de combinaisons possibles. Et je me suis dit ce serait une bonne manière peut-être sur scène d'en parler, de raconter ce moment-là où quand t'étais gamin tu te dis il y avait pas tes parents, tu dis il faut que je me branle alors que t'en avais peut-être pas forcément envie, et d'abord écouter ses envies plutôt que d'écouter la règle de bah parce qu'il y a pas mes parents, faut que je me branle. Donc voilà. Est-ce que tu as cette sensation de délivrer un message quand non mais c'est vrai, est-ce que tu as écrit ton par exemple typiquement Pas du tout. ok. Non mais c'est pas un jugement, mais c'est juste non pas du tout. C'est juste de cette envie par exemple de parler de consentement qui est un sujet qui est pas trop abordé dans le stand-up d'une manière générale et surtout par les mecs encore moins je pense. T'as une conscience toi à un moment donné quand t'écris de te dire ok, parler de ça va peut-être aider à faire progresser les trucs, et notamment dans ton rapport à ton daron, etc. Enfin, je pense que si t'es un mec qui a un problème qui a des problèmes avec ton daron, tu sors de là, normalement ça doit t'avoir à minima retourné la gueule, poser des questions. Bah, j'ai pas forcément l'envie de passer un message. C'est pour ça que d'ailleurs il y a très peu de moments un peu comment dire, très solennels dans le spectacle. Souvent les idées un peu il y a des idées dans le spectacle mais je les fais passer vraiment de manière teubée ou autre. Je me suis posé la question à un moment si j'avais pas envie de faire passer un message, et je crois que la meilleure manière de faire passer un message c'est de pas faire passer un message. Je sais que moi à chaque fois ça m'énerve dès que quelqu'un me dit écoute il faut que tu fasses ça, ou le mieux c'est de faire ça m'énerve, j'ai pas envie d'écouter cette personne. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était créer un écho. C'est juste crier un truc dans la montagne et que ça fasse un écho et que peut-être ça retombe dans la tête de quelqu'un. Et je suis trop content, des fois je reçois des lettres, même des lettres postales que des gens envoient au point virgule, de genre la fois je sais pas, c'était un mec de 25 ans qui me disait ça fait 10 ans je parle plus à mon père et quand j'ai vu ton spectacle et tout on s'est appelé, on s'est vu et c'est tellement, ça me rend heureux. Et je trouve ça beaucoup plus naturel et organique, et en plus j'ai 21 piges quoi, faut pas que je passe pas des messages, j'ai 21 piges, c'est bizarre tu vois je vous explique la vie alors que je l'ai tellement pas comprise en plus. Mais du coup non, je pense que c'est plus une idée de j'ai envie de parler de trucs dont j'ai envie de parler, qui moi ça m'aide d'en parler. C'est vraiment égoïste, c'est vraiment j'en parle parce que ça m'aide d'en parler. Et le fait d'en parler, ça va peut-être retomber des petites miettes dans vos têtes, et après en tout cas l'idée de faire passer un message ça m'angoisse plus qu'autre chose, d'avoir une tribune. Non mais c'est pas un truc conscient en tout cas. Non. Tout non, comme non. t'as décidé consciemment d'arrêter le porno. Ouais. Il a dit quoi ton daron quand il a vu ton spectacle? Mes parents, ils sont venus au spectacle. Ils sont pas venus dans une salle un peu grande, comme le théâtre de l'Atelier le 20 et 21 novembre. Mais le mec qui est fort en promo. Yes. Non, ils sont venus au point virgule, qui est donc une petite salle, c'est 130 places quasiment. Et donc je les voyais dans le fond de la salle quasiment. Et d'ailleurs depuis j'ai changé, j'ai demandé à ce qu'on me mette un plein phare en pleine gueule pour que je vois pas les gens parce que ça me stresse. Mais je voyais mes parents à l'époque. Ils sont venus en mai je crois. Et donc ma mère elle était morte de rire pendant tout le spectacle et répétait toutes mes fins de phrases. Genre c'est comme une maman, ouais c'est ça. Tu sais genre moi je disais il est posé sur le tabouret, elle c'est sur le tabouret, tu sais dans le fond de la salle comme ça. Et mon père lui il rigolait pas, il était très il écoutait quoi. J'ai jamais vu mon père rire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je l'ai vu se taper un fou rire et on a eu peur. On était avec tous mes frères et tout, et on a vraiment eu peur. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, je lui ai dit, tu caches très mal ta dépression. Mais il s'est tapé un fou rire et je l'ai filmé. J'ai dans mon iPhone le fou rire de mon père. Et c'est la première fois que je voyais mon père rigoler de ma vie. Mais genre, c'est vraiment rire, pas genre. C'est vraiment genre, il a eu un fou rire. Bref. Et donc, il a pas rigolé. Et à la fin du spectacle, ma mère va aux toilettes, je l'ai rejoint là, dans le fond de la salle et tout, ma mère va aux toilettes. Et mon père, on se parle pas trop, puis on se serre la main. C'était à l'époque où on se serrait la main. Et là, il me fait une bise. Il me fait une bise un peu bizarre, il me fait une bise sortie de nulle part comme ça, et dans l'oreille il me dit c'était bien. Et là t'as la meuf qui gère les billets à l'accueil et tout qui vient, qui savait que mes parents étaient là, puis elle dit c'est votre fils et tout. Et mon père il dit ouais, et il dit c'était la première fois que vous le voyez sur scène, et il dit ouais, et il dit vous avez été impressionné? Il a dit non. Et elle a fait très bien, bah écoutez je vais vous laisser régler des choses. Mais ouais. Puis non, et puis après on s'en est parlé, et puis je pense que ça nous a aidés à faire le trajet l'un vers l'autre, parce qu'il a compris qu'il y avait des choses que je comprenais pas, et il a compris
que j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et du coup, quand on s'est vu et qu'on a fait des repas, on en a fait 2. Mais là, on va continuer. On s'est un peu fixé la règle d'essayer d'en faire un au moins tous les 2 mois pour comprendre des choses. Et donc voilà. Waouh. Vous faites une thérapie de Ouais, complètement. père-fils, quoi. Complètement. Tout seul, à 2. Ouais. Et ça te fait quoi quand ton daron, il te dit non, en fait, tu n'as pas été impressionné? Donc je commence à le connaître. Ouais, Ouais, c'est ça. donc ça me fait pas grand-chose, mais... Ouais, bah, je raconte dans le spectacle la première fois que je suis rentré de la télé. Tu sais, je suis arrivé à la télé tout seul, en bossant, avec un casting et tout. Je suis arrivé à 17 piges dans l'émission la plus culte de ma génération, Le Petit Journal. Claire. Et j'arrive et il me dit je vais regarder l'émission, tu regardes trop dans le vide, t'as l'air d'un imbécile, c'est dommage, tu sais. Mais mon père, il a ce truc un peu dur, mais c'est parce qu'il je pense qu'il sait juste pas dire les choses, et du coup il pointe un peu que le négatif, ce qui est très bien parce que ça nous a poussé à toujours faire mieux, mais ce qui est aussi à la fois un peu dur parce qu'on a du mal à être content de ce qu'on fait. Peu importe, tu vois, moi j'ai un frère qui est entrepreneur, il gère une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires, j'ai un frère qui monte des pièces un peu partout, ma sœur là qui a fondé sa famille et puis qui est assistante pour les gamins en difficulté, j'ai mon frère qui est avocat, on a tous dans nos domaines essayé de faire d'accomplir des trucs et tout, mais on a tous, tu sais, ce truc en commun de on n'est jamais content de là où on est. Donc à la fois c'est bien et difficile. Lui-même a sans doute été éduqué comme ça, je pense. Bien, lui, Oui. surtout, il a très peu été éduqué. Il est parti de chez lui à 14 piges, quoi. Donc, Oui. à 14 piges, tu te retrouves dans la rue, c'est un peu dur, quoi. Donc voilà. Ceci explique peut-être cela. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est important de comprendre avant de. C'est là où je me suis rendu compte, c'était facile pour moi de le montrer du doigt. Et c'est pas ce que je fais dans le spectacle, d'ailleurs. Je le montre pas du tout du doigt, au contraire. Mais pendant un moment, je lui en voulais. Très longtemps, je lui en ai voulu et. Non, c'est très aimant. On sent que tu as beaucoup d'amour pour ton père et beaucoup Ouais, de bien respect. sûr, et même si tu le caricatures et qu'en fait, il en devient un objet de blague, en fait, ce qui, Ouais. moi, mon titre personnel, tué sur place. Vraiment, Trop bien. Cet homme est décédé pendant ton spectacle 3 fois, je Mais pense. je t'ai vu. ce moment où, en fait, tu sais, t'as mal aux zygomatiques, là, tu sais, où t'en peux plus. J'ai vécu ça. Ça me fait plaisir de t'avoir fait mal. Voilà. Cette phrase est complexe, mais elle fait du bien. C'est quoi ton histoire de daron qui cache mal sa dépression? C'est-à-dire non, Bah, t'as pas dit du quand tout. ton père a eu un parce fou que rire, c'était t'as très trouvé bizarre qu'il d'avoir cachait tapé mal un sa fou rire. dépression. Ouais, c'est un peu, tu sais, la scène de film du mec du Joker, quoi, qui se tape des fous rires quand il est mal, quoi. C'est un peu ce truc-là de. C'était très angoissant pour nous. Je me souviens qu'on a vraiment été angoissés. Et non, c'était une vanne. C'était une vanne. Ok. Tout va bien. Je sens que t'as voulu creuser quelque chose, mais. Oui. Mais il y avait pas de pelle. Non. Tu parles dans ton spectacle, et donc c'est un des moments qui a fait crever de rire Fab, de ton père a essayé de vous éduquer à ne pas pleurer. Est-ce que maintenant t'arrives à pleurer? Ouais, je pleure beaucoup. Et c'est mon coloc de 40 ans qui m'a aidé à ça. On se faisait des vraies soirées où on chialait ensemble. Et non, ouais, maintenant je pleure beaucoup. Dès que je veux pleurer, je laisse ça sortir. J'ai encore ce truc-là de quand je suis en public, je le fais pas. Mais dès que je suis chez moi, ça part, c'est assez facile. Et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien de pleurer. C'est, ouais. Quand j'étais petit, je pleurais un peu comme, tu sais, genre un patron d'entreprise qui voit son action perdre d'un seul coup des coups à la bourse, tu vois, ce truc là où genre je pleurais face à mon miroir, genre une seule larme, elle coulait, je la séchais avec ma main et je faisais bon, on repart au boulot. Tu sais, gamin, quand je pleurais, c'était vraiment ça. Et maintenant, j'arrive à faire des gros, c'est des vrais trucs donc ça va, je suis plus heureux comme ça. Ok. Et donc, mais tu dis que t'as encore du mal à pleurer en public, quoi. En tout cas, tu te caches, c'est ça? Ouais, oui, bien sûr, parce qu'il y a ce truc là un petit peu de t'es pas censé chialer, quoi. Ce qui est un truc qui, d'un autre côté, fait peut-être pas de mal, je sais pas, mais je retiens beaucoup de trucs des fois. Mais en fait, moi, je pleure je me connais pas encore, hein. Je suis vraiment, c'est vraiment, je viens d'acheter la bagnole et je sais pas, c'est une fois sur deux, j'appuie là et au lieu de lancer le warning, ça lance les essuie-glaces, c'est vraiment, je sais pas trop. Mais T'as 21 ans, t'es encore jeune. Bah, bien sûr, mais du coup, des fois, je sais que je sais pas comment je vais prendre les choses. Par exemple, on peut m'annoncer un décès de quelqu'un que j'adorais et tout va bien. Et des fois, je suis dans le métro et je vois un vieux monsieur manger un sandwich tout seul et je chiale. Tu vois, il y a vraiment des trucs où je sais pas encore gérer certains trucs. Donc, tu vois une psy ou un psy? J'en ai vu et plus maintenant. Okay. Plus maintenant parce que je pense que ça m'aide à écrire des trucs marrants, de pas tout comprendre. Donc, ouais. Ah, donc oui, c'est ce fameux truc de si je suis plus triste. Non, si c'est pas une question triste. Non, mais tu sais, c'est un truc chez les humoristes. Parce que je le suis. Non, mais c'est une question de le fait de devoir me poser des questions sur des choses que je comprends pas et de ne pas avoir les réponses, ça me pousse à creuser. Alors que si quelqu'un me montrait, bah c'est ça, j'aurais pas besoin d'aller
creuser pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et du coup, je pense que Un bon psy te montre pas, en général. oui, non, il t'aide à y aller. Voilà. Bien sûr. Mais c'est juste que Mais il te fait gagner du temps par ouais, rapport il à te fait gagner ce du que tu temps fais et tout je seul, pense que tous les cheminements sont importants. Ouais, je suis d'accord. Donc pour l'instant, en tout cas, je me dis pour faire un bon spectacle, Ce sera pour ton je vais spectacle pas des voir. 40 ans. Ouais, peut-être. Je ne vais pas avoir de psy pour le moment. Ah, c'est intéressant. Quand j'arrêterai la scène, j'irai voir un psy. Ouais. Je vais me moucher, je reviens. J'essaie de garder 1 heure, tu vois. Parce que Mimi, elle adore les podcasts qui durent 2 heures. On pourrait parler 2 heures avec Mimi, elle, ça la dérangerait pas. Moi, Ok. j'essaie de cadrer. Et quel est ton prénom, Mimi? Myriam. D'accord. Parce que je dis Mimi, mais Mimi Mati, son vrai prénom, c'est Mimi ou pas? Non, hein? Putain, je sais Ah pas bah, c'est quoi le nom de peut-être. Mimi Mati. Mais elle, c'est avec des I. C'est Et avec moi, des c'est des I, toi, t'as avec Y. des Y. Peut-être qu'elle Ouais, s'appelle ouais. genre Emily, tu vois. Émilie? Non. Je sais pas. Elle a pas une tête d'Émilie. Attends, bouge pas. Tu viens de. Ok, Google, quel est le vrai prénom de Mimi Mati? Tu viens d'appuyer sur un. Peut-être qu'elle s'appelle Josiane, tu sais, genre aucun lien. Peut-être elle s'appelle Joséphine. Waouh. Je l'ai. J'aimerais trop qu'il s'appelle genre Jules. Je sais pas pourquoi. Ça me rendrait heureux. Je sais pas pourquoi. Michel. Voilà. Ça se tient. Bah oui, Mimi. Ça marche. J'y attendais tellement pas. Ah, Michel Mati. Mm. C'est trop bizarre. Mm. Ah. On l'a mais, pas, hein. ok, hein. Mais c'est pas trop bizarre. Michel. Ouais, on la connaît trop comme Mimi, tu vois, ça ouais, marche c'est plus trop quoi. bizarre. Merci Mimi, de m'avoir c'est rappelé mignon. que je partage Non, mon mais nom de Mimi, scène c'est avec mignon. Mimi Mati. Michel, il y a un côté trop. Genre, elle fume des clopes. Ouais, c'est Michel, putain. Tu sais, genre, elle a compris tout à la vie. Alors que Mimi, c'est trop mignon. C'est genre, Ouais. bonjour, je suis Mimi. Ah, très bien. Bon, bah écoute, pourquoi pas. C'est comme ça qu'il faut. Tu devrais te faire appeler papa. Non. Non. Impossible. Impossible. Ça marche Pana, c'est mignon. Pana, c'est mignon. Panayotis, c'est complexe. C'est long. On sent qu'il n'y a plus beaucoup de sujets hein, dans ce podcast. On sent Je qu'en pense tournant, qu'on a on fait quand un même- bon tour. On a quand même recherché le nom de Mimimati, mais c'est ça quand même. C'était une parenthèse. random. c'est vraiment. Parenthèse curiosité, très esprit bien. qui va très vite. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais causer, dont on n'a pas parlé? Est-ce que tu t'es dit trop d'être au Boys Club pour parler de ceci et cela? Non. Non. On a une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités et que normalement qui t'a été transmis à l'avance, donc j'espère que t'as pris le temps d'y réfléchir Ouais. parce que c'est pas forcément mais vous allez être facile à déçus, chaud. mais vas-y. Je pense pas qu'on va être déçus. Ok. Est-ce que t'as une idée de mec qui pour toi représente une masculinité positive? Bah du trou, non. Je trouve que, bah en fait ma réponse c'est mon frère. Donc c'est pour ça que c'est chiant parce que j'ai bien décrit mon frère tout à l'heure, mais je trouve que mon frère il a vraiment, en tout cas quand je le vois, il a Il a quel âge ton frère? Il est tellement à l'aise avec. Il a 27 ans, 28. Ok. Ouais, donc c'est Il un est grand tellement- frère dans le sens où quand il avait genre 12 piges, toi t'avais 6, 7 quoi, c'est ça? Ouais. Ouais. C'était un grand quoi déjà. Ouais, vraiment. Ouais. Et il a vraiment ce truc-là. Déjà, c'est un des mecs les plus à l'aise avec son corps. Je trouve ça magnifique. Mais après, c'est un comédien de théâtre, donc il a un truc très. Il joue à poil des fois. Il y a un truc très. Il est tellement à l'aise et ça, rien que ça m'impressionne. Ensuite, il a ce que j'adore le plus chez quelqu'un, c'est le charisme discret. Tu sais, les gens qui lâchent 3 mots et ils sont, tu sais, qui n'ont pas besoin d'être volubiles. Moi, je sais que mon souci, c'est j'ai besoin de toujours parler pour. Lui, juste, il est très calme, très serein, très posé. Et il est très à l'aise avec toutes ces questions et de sexualité et de masculinité, de trucs. C'est vraiment pour moi la définition d'un artiste. C'est il est à l'aise avec ses sentiments. Quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Il est très calme, très serein. Je pense que ce sera un très bon papa. Et je crois qu'il représente vraiment pour moi ce que j'aimerais être en tant qu'homme, quoi. C'est vraiment être à la fois droit dans ses bottes, mais ne pas avoir peur de salir ses bottes. Cette métaphore n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve qu'il faut la laisser On telle l'a, quelle. on l'a. On la garde. Ok. Elle est validée. Parfait. C'est On cool. n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de leur frère. Non, mais en fait, c'est rare qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils connaissent. Il y en a beaucoup qui citent, tu vois, des personnalités et tout. Il y en a un une fois qui a dit moi-même, ce que j'ai trouvé assez cool. Il y en a un qui a dit mon daron. Mais C'est je qui suis qui a dit toujours. moi-même. C'était Le Pérave, je crois. Mm. C'était Léopold Le Pérave qui a dit moi-même. Mais je trouve ça toujours cool quand c'est quelqu'un que l'invité connaît dans la vraie vie, parce que je me dis c'est cool, il a un entourage qui est chouette avec des modèles de masculinité positive, parce que Barack Obama c'est cool, mais tu peux pas vraiment aller dîner avec, quoi. Ouais. Alors que Puis tu dîner le avec connais ton pas dans la frère, vie, hein. Ouais, Je il a trouve que c'est un peut-être des enculé, lourds je sais secrets. pas. Mais il y a ce truc-là un petit peu de. Mon frère, je sais qu'à chaque fois que je le présente à des gens, mais j'ai 2 frères que je présente à beaucoup de monde. J'ai un de mes frères d'ailleurs qui travaille avec Fari. Là, Fari va ouvrir son comedy club et son comedy club et il l'a monté avec mon frère et tout. Et donc, je me souviens que quand j'ai fait les présentations,
Farid après il m'a appelé, il m'a dit il est tellement bien ton frère et tout, et il était, tu sais, pas genre amoureux, mais il y a un truc de, je sais que ces deux frères là c'est les deux seuls frères que je présente aux gens, parce que les autres sont pas forcément à Paris et tout, mais à chaque fois les gens ils sont en mode ils sont fous, ils sont charismatiques, et il y a un truc de, ils sont juste tellement à l'aise avec eux-mêmes que t'as envie d'être avec eux. Je sais pas comment dire, ils sont tellement sereins que t'es serein quand t'es avec eux, et c'est tellement, à chaque fois que je suis avec eux, même ça me fait du bien, et ça m'impressionne, ils m'impressionnent. Donc voilà. Trop bien. Trop cool. Est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène dans cet excellent spectacle qui fait mal aux zygomatiques? Oh, c'est une belle pub. Non, je joue au Point Virgule jusqu'à fin décembre. Donc c'est une salle dans le 4e, qui est une petite salle très culte, mais qui a vu naître Elie Kakou, Florence Foresti, Alex Luth, Farid, donc c'est sympa. Et donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15. Et après, je fais 2 dates exceptionnelles on va faire un truc assez fou dans une salle de 600 places, qui est une très belle salle qui s'appelle le Théâtre de l'Atelier, qui est une de mes salles préférées à Paris, qui est pas très loin de Pigalle, et on fait ça le 20 et 21 novembre. Et après, à partir de janvier, on passe au Grand Point Virgule, qui est une salle un peu plus grande, et pareil, 4 fois semaine, et c'est à Montparnasse. Et en 2022, je serai voilà. T'as prévu une tournée ou pas pour les gens qui sont pas à Paris pour l'instant? Ouais, il y aura une tournée fin 2020, début 2021. Ok. Donc c'est dans On va inviter les gens à te suivre sur tes réseaux, Avec plaisir. etc., comme Avec si ça plaisir. ils sauront quoi. Avec Tout à fait. Je pense que j'emmènerai mes parents voir ton spectacle, comme ça après C'est je vrai pourrais parler avec mon daron. Ah, grave. cool. Là, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent avec leur père. Mais bien sûr. Moi, ça il y m'étonne a pas. un des gars qui fait mes premières parties. Il m'a demandé plein d'invites pour plein de darons dans sa famille, genre des darons, de ses oncles et tout. Je trouve ça trop On cool. fait une sortie des darons. Et des fois, il invite aussi des jeunes et tout. Je me dis, en fait, c'est trop cool à quel point ça me fait trop. Il y a rien qui me touche plus que de voir que des fois, il y a des couples de genre 60 ans qui viennent et se tapotent en des bars que des jeunes de 20 ans. Ouais. C'est le truc qui me rend le plus heureux, je crois, avec le spectacle. Mais tu parles de famille, c'est universel, tu vois. Tu parles de Ouais, rapport au daron, c'est universel. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont pas beaucoup explorés, je pense, pour l'instant. Donc, Il y a encore un peu de taf à faire c'est sur pas- la communication c'est pas- daron-fils en général. voilà, c'est Ouais. pas vu et revu et réentendu, quoi. Et tu ben, vois. on va voir où ça va. Mm. On va voir. Merci Bravo. Panayotis Merci d'être à vous. venu. d'être Merci de venu. m'avoir invité. Bravo pour tout ce que tu fais, c'est trop cool. Et ça me fait plaisir. Passez une bonne soirée. Toi aussi. À toutes. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur 2 et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sors le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous!